Elle est formidable, cette phrase de Jean-Marie Le Pen. On ne me contrôle pas. C'est exactement ce que lui reproche sa fille aujourd'hui, d'une certaine manière. On ne le contrôle pas et on ne peut pas le contrôler. Voilà qui boucle la boucle presque 30 ans après et qui ouvre donc notre débat. Tel père, telle fille ou pas? En quoi Marine Le Pen est-elle l'héritière de Jean-Marie Le Pen? En quoi est-elle différente? Voulait-il vraiment le pouvoir? C'est une question qui est beaucoup revenue sur le tapis, ou seulement être un agitateur, un provocateur, une sorte de hors-système, et puis que peut être le Front National sans Jean-Marie Le Pen. On va en parler avec Pierre Jouve, le co-réalisateur de ce film, avec Ali Magoudi. Les dits et les non-dits de Le Pen, c'est un livre que vous avez publié à La Découverte, je le signale. Le député européen du Front National, Bruno Gollnisch, qui fut notamment le directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002, l'un des derniers fidèles aussi du père contre la fille. Cécile Alduy, professeur de littérature à l'université de Stanford, de l'Observatoire des radicalités également, co-auteur de Marine Le Pen prise au mot. On verra si le discours a changé en profondeur au Front National, chez les marinistes en tout cas. Et puis Dominique Albertini de Libération, co-auteur d'une histoire du Front National édité chez Taillandier. Pierre Jouve d'abord, ce film, pourquoi il n'a jamais été diffusé? 30 ans presque, hein? D'abord parce que je pense que TF1, à l'époque de Moujotte et Michel Cottard, hésitait à diffuser quelque chose qui, bien que critique de Jean-Marie Le Pen, le montrait au fond séduisant ceux qu'il pouvait séduire ou voulait séduire. Craignait de faire de la publicité à Jean-Marie Le Pen. Oui, il y a un côté double comme ça. On est en 88, hein, il y a un côté double dans Le Pen. Quand il contourne la loi, par exemple, par exemple, si on parle de racisme, il n'est jamais raciste directement, mais il parle indirectement. Il a des allusions, des choses comme ça. Je peux me permettre de dire qu'il y a un côté sympathique chez Jean-Marie Le Pen dans votre film également. Vous le trouvez sympathique par moment? Enfin, moi, quand il entonne des chansons de cow-boy, par exemple, je sortais d'un film sur Jacques Chirac, je m'étais profondément ennuyé. Nous avions ce numéro Jean-Marie Le Pen qui essayait et est arrivé à restructurer ce qui était l'extrême droite, à transgresser le tabou, et aussi à rétablir un électorat d'extrême droite ou de droite. Alors, ma remarque était qu'en sortant de chez Chirac, j'avais noté qu'en tournant avec Chirac en France, comme j'ai tourné avec Le Pen, je voyais bien qu'il y avait 30% des gens de chez Chirac, ou même un peu plus, qui étaient un peu interchangeables, là, comme ça. Qui pouvaient glisser dans le camp d'en face, de l'autre côté. Qui avaient la même idéologie, c'était pas très loin. Ça reste d'actualité, ça reste fortement d'actualité. L'origine, etc. C'était intéressant. Il joue le jeu, Jean-Marie Le Pen? Parce que vous le psychanalysez. Il n'aime pas ça. Non, non. Mais il joue le jeu. Il n'a pas peur d'un psychanalyste. Aucun de ceux qui sont à ce niveau n'a peur de l'entrée dans un plateau ou dans des interviews d'un psychanalyste. Mais il joue complètement le jeu. Il joue 10 fois plus le jeu que Jacques Chirac. Il joue pas autant le jeu que Mitterrand, qui était extrêmement, dans le film que nous avions fait, est allé extrêmement loin sur dans l'introspection. Sa définition. Quel est le moment le plus révélateur du film sur la personnalité de Jean-Marie Le Pen, pour vous? Il n'y a pas de moment, il y a une espèce de découverte. Au fond, si le moment le plus important, c'est lorsqu'il passe d'un homme extrêmement civilisé, d'un homme extrêmement raffiné, cultivé par rapport au personnel politique, il faut quand même le dire. Il a un vocabulaire, il a une référence dans l'histoire très forte. Et soudain, ça se crispe sur ceux qui le travaillent à l'âme depuis toujours, c'est-à-dire l'insécurité, on va en parler après, la perte du territoire, tout ce qu'il a vécu lorsqu'il était enfant. Ça vient de l'enfance pour vous. La mort du père en particulier, qui se substitue quand même très fortement à la patrie. Et on en parlera, j'espère. On en parlera. Bruno Gollnisch, vous partagez la vision
de Jean-Marie Le Pen, en tout cas que lui transporte dans ce film? Oui, mais je ne partage pas les commentaires de M. Jouve, bien que je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce documentaire. Je trouve qu'un certain nombre de commentaires relèvent un petit peu d'une psychanalyse facile. Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous tributaires de notre expérience. Et c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a connu cette épreuve de la guerre, cette épreuve de la mort de son père, alors qu'il était mineur, qui était l'effondrement d'un univers. Parce que c'est le veuvage de sa mère, parce que c'est la perte de toutes les ressources morales, matérielles. C'est un drame épouvantable, évidemment. Il parle d'humiliation, hein, Jean-Marie Le Pen aussi. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit sur l'humiliation, mais c'est vrai que c'était un enfant de famille modeste, bien sûr, et qu'il a pu rencontrer une certaine arrogance dans une certaine bourgeoisie, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui le détermine. En revanche, je crois que ce qui le détermine, c'est vrai, il me l'a dit d'ailleurs encore récemment, c'est le fait que, orphelin de guerre, il ait été pupille de la nation. Et il y avait une formule officielle d'ailleurs à cela. La nation adopte le mineur Jean Le Pen. Et là, c'est vrai qu'il m'a dit, je me suis senti adopté par la France, en quelque sorte. Et par conséquent, il en est résulté, je pense, une grande partie de son patriotisme et de son refus du déclin. Mais c'est vrai que les gens qui ont vécu l'effondrement de l'armée française en 1940, ils en ont reçu un très grand choc. Et ils ont perçu à quel point cette France qui rayonnait sur les 5 continents était quand même une réalité fragile. Et ce que je voudrais dire, c'est quand même que dans ce domaine, Le Pen a été prémonitoire. C'est ce que montre votre film. Il a été prémonitoire. Le communisme, gardons-nous de tout anachronisme. Le documentaire date d'il y a presque 30 ans. 88. À l'époque, le communisme était une menace. Et le communisme a conquis par les armes l'Indochine. Et il y fait toujours régner un régime dictatorial. Le Pen avait raison. Le déclin démographique, l'immigration, l'insécurité. Vous dites qu'il a peur. Il a peur, et c'est pas un homme craintif, Le Pen, mais c'est vrai qu'il ressent le fait que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours et qu'il y a un certain nombre de périls. Ils peuvent être des périls personnels. C'est un provocateur, comme il est montré dans le film. Il joue de la provocation. Il a réveillé les Français. Oui, non, mais j'entends, mais je vous pose la question du provocateur. Est-ce qu'il joue de la provocation? Est-ce que c'est un joueur? Je crois que c'est un homme libre et qui a une profonde détestation du prêt-à-penser de il aime bousculer le système. Les journalistes, d'ailleurs, courageux, ont appelé la dictature de la pensée. Et il défie le système parce qu'il considère que le système conduit la France à sa perte, et je crois que les événements ne lui donnent pas tort, enfin en tout cas c'est mon analyse. Voilà, mais il est faux de dire que, par exemple, il n'a jamais voulu le pouvoir. Il faut dire qu'il a été fantastiquement combattu, parce qu'à l'époque où M. Jouve, je ne sais pas si M. Jouve me démentira, mais à l'époque où M. Jouve, dont le commentaire est quand même hostile, il me permettra de le lui dire, tourne ce film, par exemple, pratiquement, et je m'en souviens, toutes les réunions publiques que nous faisons, au moins une réunion publique sur 2, au moins à l'échelon local, est physiquement agressée. Il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de ce qu'ont été les persécutions à l'encontre du Front National. Monsieur Jouve, à un moment, par exemple, présente Le Pen comme étant un homme obsédé par l'idée de complot. Il n'est pas obsédé, mais c'est vrai quand même qu'il y a une conjonction des forces contre le Front National. C'est vrai que la première ou la seule réforme du gouvernement Chirac, par exemple, c'est de modifier le mode de scrutin pour faire disparaître la trentaine de députés Front National. On rappelle que la proportionnelle avait permis l'entrée, dont vous d'ailleurs, de députés à l'Assemblée nationale en 86. On peut parler de beaucoup de choses. Vous revendiquez l'idée d'avoir fait un documentaire de parti pris, engagé? Non, pas du tout. À charge? Non, non, non. Vos commentaires ne sont pas favorables. Il va vous répondre, parce que pour le coup, c'était l'objet. Vous êtes acteur, donc vous êtes à la fois juge et partie. Moi, je ne suis que juge, si on peut dire. Mais un juge condamne. Je voudrais dire 2 mots pour la suite de l'émission. C'est quand même... Jean-Marie Le Pen est le petit-fils de grands-parents qui ne savaient pas le français, qui ne parlaient que le breton. Son père et sa mère ont été les premiers qui ont parlé le français et l'ont appris grâce à l'État.
son père le conforte dans une sévérité, le force à être élève. C'est la France qui donne une bourse, c'est la France, l'État français qui donne une bourse à Jean-Marie Le Pen. Et ceci va donner à Le Pen une image de la France qui sort la famille Le Pen tout de même de l'ornière. Ensuite, le père meurt à peu près au moment où la France est envahie. C'est donc deux instabilités qui se conjuguent. C'est quelque chose qui va être permanent dans la vie de Le Pen, que l'on voit réapparaître tout au long des interviews, et quelque chose qu'il va communiquer aux gens qui sont dans l'insécurité. Dans les meetings, plus le vent souffle dans le mauvais sens économiquement, plus il y a du monde, et plus il y a des gens qui ont de moins en moins confiance dans la patrie, dans l'État. En fait. Ça vaut pour sa fille aujourd'hui, ça vaut pour l'actualité, c'est l'actualité du jour. C'est ce qui est raconté dans le film. Et en ce qui concerne l'humiliation, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il était boursier, il m'a raconté, c'est peut-être pas dans le film, mais vous êtes boursier, monsieur Le Pen, allez donc au fond de la classe, c'était le niveau des professeurs quand même. Et ensuite, il raconte dans le film qu'au lavoir, on observait les culottes. Femmes qui étaient au lavoir s'observaient les culottes. Oui, mais toutes, ça, c'est les... Oui, mais lui, il l'a ressenti. Il le dit dans le film, en tout cas. Il parle d'humiliation. Oui, mais c'est bon, donc c'est vrai. C'est quand même un facteur d'explication qui est permanent chez lui. Alors continuons, si vous voulez, avec un extrait de ce film. Il y a une chose qui est claire. L'establishment, c'est ça aussi. Une chose qui est claire chez Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il n'a pas peur des mots. Oui. On l'écoute. Oui, mais ça existe, les races, cher ami, ça existe, voyez-vous. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a la race kabyle, la race arabe, enfin bref, ça existe, oui. Vous croyez pas? Alors je crois que cette espèce d'inhibition sémantique qui consiste à considérer ce mot, c'est confondre le racisme et la race. Et il me semble, oui, non, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je crois que c'est évident. Bah oui, ça me paraît évident. Qui d'ailleurs protège, je crois, ses caractéristiques et son identité et sa pureté par l'application de règles extrêmement strictes. Extrêmement strictes. Je le crois. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de maintenir son identité et ses traditions et sa particularité depuis 4 millénaires. Cécile Alduy, ça a disparu, ça, du discours de Marine Le Pen? Oui. Complètement. Cette manière de briser les tabous linguistiques, justement, sur un certain nombre de mots comme le mot race, qui en France est complètement tabou, ça a disparu. Mais ce que je voudrais juste souligner, c'est à quel point ce qu'on vient d'écouter est totalement commun chez Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que dans ses livres aussi, il a des chapitres sur... bien sûr, la race, c'est une évidence presque scientifique pour lui. Et qu'il manie à la fois une sorte de rhétorique de l'évidence, c'est une évidence, c'est quelque chose qui n'est même pas à discuter, et en même temps un flot artistique. Quand il parle de la race juive, entre guillemets, en disant elle a su préserver sa pureté, entre guillemets, ses caractéristiques, sa particularité. Et là, il faut quand même faire un décryptage et dire, cette particularité, c'est quoi? C'est une particularité biologique. Ça veut dire que derrière ça, c'est pas simplement... une communauté culturelle ou religieuse, mais vraiment la définition raciale la plus biologique qu'il soit. Et donc cette connotation raciale a disparu du langage officiel du Front National. Pourquoi vous de dites 2015. officiel? Parce qu'il y a l'état-major, il y a les représentants du Front National, et puis après il y a les militants, il y a les gens qui soutiennent le Front National, par exemple. On a fait des analyses statistiques des tweets des gens qui soutiennent le hashtag Marine Le Pen officielle, etc. Pendant les élections départementales, c'est Paris Match qui a fait cette étude, et c'était très emblématique de voir qu'il y avait, du point de vue des représentants du parti, donc des élus, des candidats, un discours orienté sur l'économie, sur l'Europe, sur le département de la politique, et du côté des militants, des mots hashtag qui sont français de souche, les muses, les musulmans, etc. Et un vocabulaire raciste qui était beaucoup plus limpide. Donc, Que chasse Marine Le Pen aujourd'hui.
de son parti. C'est-à-dire la commission des conflits à laquelle vous apparteniez, Bruno Gollnisch, je crois que vous en avez été exfiltré. Je dis le mot comme ça pudiquement. En tout cas, on vous a annoncé que vous n'en faisiez plus partie. Elle chassait ça. C'est la nouvelle politique du Front National. Oui, Traquons les dérapages. Je crois qu'on touche à un point, à plusieurs points importants. Le premier, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure avec M. Jouve, c'est l'histoire des tabous. Est-ce que Jean-Marie Le Pen brise des tabous? Moi, je crois que les tabous, ils arrivent après. Plutôt, c'est au fur et à mesure que le discours se construit, que j'observe que dans la société française actuelle, on peut de moins en moins dire les choses. Et il y a, par exemple, le mot race, aujourd'hui, a une connotation absolument péjorative. Bon, mais si vous voyez, par exemple, puisque nous célébrons le centenaire de la guerre 14, la citation de Guynemer, le héros aviateur qui est tombé, on dit magnifique illustration des vertus de sa race. Bon, alors moi je m'intéresse aux mots. J'ai aussi été doyen d'une faculté où l'on enseignait 27 langues, c'est-à-dire si la linguistique ne m'est pas totalement étrangère. Mais ce qui est intéressant, ce sont les choses, ce sont les faits. Comment peut-on faire grief, par exemple, à Jean-Marie Le Pen de dire quelque chose à propos des Juifs en disant c'est forcément péjoratif, alors qu'il dit la même chose de lui-même et des Bretons. Voilà, dans le film. Bon, alors, disons, les races n'existent pas, certes, mais quand même peut-être les groupes ethniques, peut-être les peuples, peut-être les nations. Ça vous agace qu'on ramène toujours Jean-Marie Le Pen à cette polémique-là? Ça m'agace surtout qu'on se focalise sur les noms et pas sur les réalités. Ouais. Parce qu'on peut dire que les races... Parce que, par exemple, le bon professeur Jacquard, aujourd'hui disparu, bon, mais qui disait fièrement à la télévision, les races n'existaient pas. Bon, d'accord, écoutez, si on met ici, dans cette salle, 50 Bantous tout nus et 50 Suédois, eh bien, vous saurez, même si vous n'êtes pas professeur d'ethnologie, distinguer les Bantous et les Suédois. Et il est certain à la couleur de peau, vous voulez dire. Et que si le Congo était peuplé de Vikings, ce serait et la Suède de Bantous, ce ne seraient pas tout à fait les mêmes peuples, ce ne seraient pas tout à fait les mêmes cultures, mais je vais ce ne seraient pas tout à fait les mêmes civilisations. J'entends une certaine impétence de Jean-Marie Le Pen à parler de race. Et il dit aussi, attendez, il dit aussi qu'il parle de la race qu'il va créer. Non. Il dit à ma lignée. La lignée, oui, la lignée. Il parle de son sang, oui. Il parle de la famille Le Pen. On y viendra ensuite. La lignée, c'est la descendance. Quand on appartient à ce que l'on croit d'une manière symbolique et psychologique, à une descendance, à une lignée, ça s'approche, c'est un peu, si on veut, du mot race psychologique. Vous aussi, monsieur Jouve, vous avez... Attendez, laissez chacun placer un mot, c'est bien. En parler parce que, et c'est ce qu'on déduit aussi de son discours, il a une crainte des autres races, entre guillemets. Ça, c'est ce que vous avez ressenti dans vos discussions avec lui. Mais il y a la race française dont il parle. Mais on peut être francophile sans être xénophobe. Très bien. Je pense qu'en lui-même, il y a une rivalité psychologique qui se joue, c'est tout. Je ne voudrais pas qu'on passe l'émission à ce débat. C'est vous-même, Bruno Gollnisch, qui ne le souhaitiez pas tout à l'heure. D'autre part, récemment, enfin, sauf la répétition du détail, mais on n'a pas trouvé d'allusion clairement, ouvertement antisémite dans le Front National, je ne parle pas de Le Pen, publiable. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est interdit. On peut se demander ce que cela aurait été avant la guerre. Évidemment, vous me direz, c'est un faux procès. Mais c'est quand même la nouveauté de l'interdiction légale. Alors, vous parlez de la lignée, puis on va avancer dans ce débat, parce que vous ne souhaitiez pas qu'on focalise sur les races, tant mieux. Ne focalisons pas. C'est dit, je crois que c'est dit. C'est un homme politique tout à fait estimable. Je crois que c'est dit. Voilà, et M. Albertini, et moi-même, vous-même, nous sommes des héritiers d'une lignée. Et peut-être, si nous transmettons la vie aux membres, par le mariage ou autrement d'ailleurs, aux membres de notre famille, nous prolongeons cette lignée. Voulez-vous que nous parlions de la lignée des Le Pen? Parce que c'était le sujet de cette émission. Oui, parce que vous m'avez présenté comme soutenant Jean-Marie Le Pen contre sa fille. Je soutiens Jean-Marie Le Pen, mais je ne suis pas l'adversaire de Marie Le Pen. Ok, c'est entendu. Elle sera très heureuse de l'entendre. Oui. Dans le film, Jean-Marie Le Pen parle de ses filles, justement.
mes enfants, je ne crains pas de le dire, ont été persécutés de nombreuses fois par leurs professeurs dans l'enseignement public où elles étaient. Parce qu'elles étaient les filles de Le Pen, hein, par des réflexions, par des piques, par des méchancetés, par un climat d'hostilité, espèce de racisme anti-Le Pen, si vous voulez. Moi, ce qui m'a frappé de Michel Albertini, c'est quand il parle de ses filles, il parle encore de lui. Absolument. Absolument. On peut se Ça, demander ça n'existe pas sans lui. Ça n'existe pas sans lui. Dans quelle mesure est-il prêt d'ailleurs à accepter que ses filles reprennent ce qu'il a fait et en changent le contenu ou la nature? Vous avez répondu en posant la question d'une certaine manière. Voilà, c'est une question que posent les derniers événements. En tout cas, ça pose très fortement la question. Il semble en revanche assez satisfait de retrouver plus dans sa petite fille que dans sa fille certains traits, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, certaines orientations politiques qui semble avoir sauté une génération. Pierre Jouve, pendant que vous tournez ces images en 87, quel rôle joue Marine Le Pen? Elle est très, On la voit derrière son père, très jolie, comme ça, un peu lourde toujours comme ça dans son physique, mais jeune. Elle est souvent autour de lui. Elle a un rôle politique à l'époque déjà? Non, mais elle est là. Elle est sa fille qu'on voit dans son entourage, qu'on voit à Montretout. Etc. Ce que je tenais à dire. Mais elle vous dit des choses. C'est-à-dire quand on est sur un tournage, les spectateurs le savent pas forcément, mais on a un personnage principal et puis on peut avoir des dialogues à côté avec les personnages entre guillemets secondaires, ceux qui sont à côté. Vous avez des dialogues avec elle ou il n'y a pas d'espace? On avait peu de choses à lui dire. Notre système était de ne pas lâcher Le Pen. On ne voulait pas des intervenants annexes. Elle était très jeune, je pense. Oui, très jeune, 17 ans. Ce que je veux dire, c'est que Le Pen vient de dire pourquoi Marine Le Pen fait autant de politique. Il vient de dire que ses filles étaient insultées, ses filles étaient humiliées au lycée, etc. Et là, Marine Le Pen essaye de dire, ben voilà, vous m'insultiez, mais voilà ce que je suis. C'est peut-être son... Elle dit beaucoup, Marine Le Pen, qu'elle a vécu l'attentat contre le domicile de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Oui, voilà. Voilà, très jeune. Hein. Je voulais finir. Elle en a gardé le souvenir. Je voulais terminer cette idée. Je crois qu'il n'y a rien de vraiment transmissible à sa fille, des propres, disons le mot, angoisses formatrices du père. Voilà. Alors, elle peut donc elle est le discours, elle peut tout ça. Autrement dit, elle est fondamentalement différente de lui. Oui, la phrase pas seulement générationnelle. La phrase qui est la fin du film dit son unicité. On ne me contrôle pas en ce sens que j'obéis aux ordres de quiconque. C'est le contraire qui se passe. Et le noyau central de Jean-Marie Le Pen, qui est cette autonomie majeure, eh bien, à l'heure actuelle, il lui est intolérable de voir que son parti risque de se dissoudre entre les lignes ressemblances avec des partis modérés. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Le problème de Jean-Marie Le Pen, finalement, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est de ne plus être le chef, Le Pen. Mais il est Le Pen. Oui. Bon, de ne plus être le chef. Pardon, je vais finir juste la question. C'est de ne plus être le chef, ou bien c'est que sa fille emmène sa créature, son parti, sur un chemin qu'il n'a pas voulu. Est-ce que c'est, autrement dit, un désaccord politique? Non, écoutez, je crois que votre commentaire est un peu biaisé, permettez-moi... ça m'aurait étonné à remarquer. Non, mais permettez-moi de le dire, parce que il explique que ses enfants ont été persécutés à cause évidemment de son nom, à cause de leur père. Oui. Et vous en tirez la conclusion qu'il ramène tout à lui. Ben oui, c'est évident que la persécution de ses enfants, elle tenait à l'existence et à l'engagement politique de leur père. Monsieur Albertini... non mais répondez à ma question. Monsieur Albertini dit... Mais je réponds à votre... Non mais je prends personne à partie. Je réponds à votre question parce que Monsieur Albertini l'a posé aussi. S'il vous plaît. Je crois que Jean-Marie Le Pen, ça ne nous a pas échappé quand même, n'était pas dans sa succession. Il a pris plutôt le parti de sa fille Marine plutôt que celle du concurrent que j'étais, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous pose la question de savoir si la rupture fondamentale n'est pas une rupture de ligne.
politique. Je pense, Marine Le Pen est partie finalement trop à gauche pour lui. Je pense qu'il craint que Marine Le Pen, c'est sûr, ou son entourage, n'altère peut-être sur le plan sociétal, économique, etc., une partie du combat qui a été le sien. Alors, je ne prends pas parti dans cette position. Marine Le Pen m'a assuré qu'il n'en était rien. Bon, je pense que c'est à elle qu'il faut poser la question. Ça fait partie de vos inquiétudes puisque vous lui avez posé la question. Oui, voilà. Absolument. Oui, tout à fait. Vous avez peur que le FN barre à gauche? C'était un résumé un peu trop facile. C'est plus complexe. C'est plus complexe que cela. Ne bien se évidemment. perdre, en tout cas. Et ce qui est vrai aussi, et ça c'est ce que craint vraisemblablement Marine Le Pen, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un homme qu'on ne contrôle pas et qui considère que président d'honneur du Front National, bon, il n'est plus à la barre et qu'il peut parler à titre personnel et qu'il ne veut pas aujourd'hui, à son âge, raconter le contraire de ce qu'il a dit précédemment, surtout quand les faits, quand même, objectivement, lui donnent plutôt raison. Sur quantité de sujets que vous avez montrés. Est-ce qu'il y a dans cette rivalité donc qu'on perçoit dans ce que vous décrivez comme politique du moment, est-ce qu'il y a une purge en ce moment au Front National? Est-ce qu'on est Marine Le Pen est en train de faire le ménage? Virer les partisans de son père, autrement dit? C'est assez compliqué à dire. Il y a une série d'événements qu'il est dur d'interpréter de manière univoque. Monsieur Gollnisch, Madame Arnautu, qui est elle aussi une proche de Jean-Marie Le Pen, oui, ont tous les deux été sortis de 2 commissions internes au Front National, des commissions importantes, mais il n'y a pas que, d'autres sont rentrés. Il y a récemment eu beaucoup de changements dans les secrétaires départementaux du Front National, qui sont des sortes de préfets qui représentent le parti dans les différents départements. Beaucoup de gens présents depuis longtemps dans le FN sont partis, beaucoup ont été remplacés par de jeunes gens, plus récemment. Marinistes, philippotistes, oui, en tout cas, voilà. Gens arrivés plus récemment, peut-être avec un panachage un peu plus large en matière d'options politiques. Donc on peut voir dans ces mouvements, effectivement, sinon une purge, mais en tout cas le symptôme d'un parti qui est vraiment en train de changer à vitesse grand V. Alors évidemment... pour s'adapter à la nouvelle donne politique. Pour s'adapter à une nouvelle donne, à une nouvelle stratégie, à un nouveau discours. Il est facile, quand on est du côté de ceux qui sont sortants, d'y voir une purge, effectivement. La purge réelle de Marine Le Pen, c'est la purge de son père. Son père, on dit qu'il ne voulait pas le pouvoir. C'est pas vrai, il veut le pouvoir. Mais son père, son élément de gloire est quand même d'avoir recréé cette extrême droite puissante en France, assez unifiée malgré tout ce qu'on peut dire. Et qu'est-ce que va faire Marine Le Pen sans ce personnage qui a beaucoup d'intuition, ce personnage dont la violence verbale, qui a un certain génie. Lorsque sa fille veut se séparer de lui, il dit qu'elle me rende mon nom. C'est assez prodigieux. Qu'elle épouse son compagnon, dit-il. Donc, Louis Alliot. Ce qu'il ne supporte pas, c'est la disparition de ce noyau qu'il est et qu'il a recréé. C'est ça. C'est cet enjeu. Malheureusement, il y a quand même l'âge qui joue, mais il y a cette fondation d'une lignée, je voulais parler, on en a parlé là tout à l'heure, qui s'achèverait. Et puis on lui enlève ce titre de président d'honneur. Et le sentiment qu'on sent dans votre film chez Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans encore une fois, oui, mais il n'a pas bougé à mon avis. Qu'il a réussi des choses et qu'il ne veut pas qu'on lui enlève cette réussite. Et c'est étonnant, notamment, attendez, je vais finir. Oui. On le voit notamment dans cet extrait où il parle de sa réussite financière. Regardez. Je ne juge peu de cette salle qui est une salle de réception quand je reçois du monde ou des amis, mais quand je suis arrivé ici, le tissu des murs était d'époque. C'est-à-dire qu'il avait plus de 120 ans. Voilà. Vous voyez, un lit de célibataire, puisqu'il y a une rafale de dossiers sur la moitié de mon lit. Alors là, il y a évidemment une vue superbe sur Paris, magnifique. Il y a de quoi... Un peu gâté par ces bâtiments modernes. On voudrait savoir quel est le montant exact de votre fortune. Ça ne regarde personne, ça. Ça ne regarde personne. C'est une affaire privée. Et... C'est votre réponse? Oui, c'est ma réponse. Est-ce que vous êtes riche?
Qu'est-ce que vous appelez quelqu'un de riche? Non, je crois que je ne suis pas très riche. C'est étonnant, Bruno Gollnisch, parce que finalement, le dernier tabou de Jean-Marie Le Pen, c'est l'argent. Il Peut-être, n'accepte c'est- pas de dire qu'il est riche. Il est riche. C'est le Il a tabou de de l'argent. beaucoup de Français. Écoutez, chacun sait qu'il a hérité de la fortune d'un ami mort célibataire. L'héritier des Simon Lambert. C'était pas le seul, hein. Bien sûr. C'était un héritier Lambert qui avait une grande admiration pour son combat, qui avait éprouvé le fait que le domicile de Jean-Marie Le Pen avait été plastiqué à l'époque. Hein. Tout l'immeuble s'était effondré. Je le rappelais tout à l'heure, ouais. Qu'il était en quelque sorte à la rue, et qui lui a, c'est vrai, étant malade, lui a légué ses biens. Mais je vous signale que le premier héritier des Simon Lambert, ça a été l'État, qui a pris 70% de droits de succession au passage. Hein. Et je me souviens, c'était assez émouvant, le jour qui a été un grand jour dans la percée du Front National, où Jean-Marie Le Pen fête la victoire qui a vu l'entrée de 11 députés européens en 1984. Ça a été la première percée du Front National. À l'époque, je ne risquais pas de devenir député, j'avais pris la dernière place sur la liste. Bon. Et il fait une grande soirée pour fêter ça. Il y a 200-300 personnes, il y a une très chaude ambiance, et vers minuit, il interrompt tout et il demande une minute de silence pour celui dont nous sommes les hôtes, à savoir Lambert, qui lui avait légué cette maison. Je trouvais que c'était un assez beau geste. Je pense que c'est un homme qui se reconnaît héritier. Voilà. Il n'y a pas du tout de racisme chez lui. D'ailleurs, il a de l'intérêt pour les autres peuples, pour les autres races. C'est vous qui y revenez, hein, je vous signale. Ce n'était pas ma question. Hein. Oui. Non, mais c'est un homme. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est un homme qui se reconnaît héritier. Héritier, qui fait partie d'une lignée. Bon, il se trouve qu'il est celte. Il croit à l'existence d'un peuple français qui n'est pas réductible à d'autres peuples, exactement comme Charles de Gaulle le disait à Alain Peyrefitte. Si vous voyez ce que disait Charles de Gaulle, je ne suis pas sûr d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen serait allé aussi loin. Cécile Alduy, c'est intéressant parce que dans le film de Pierre Jouve, de la même manière, Jean-Marie Le Pen se revendique pratiquement hérité des druides. Il parle des Celtes, effectivement, et de la force de l'image chez les Celtes, la capacité à transmettre de l'image. Est-ce qu'il l'a transmis à sa fille? Est-ce que Marine Le Pen l'a, ça? Un peu moins, notamment parce qu'elle a beaucoup modéré son discours et alors elle a hérité la grande geste nationale pour les grands discours du 1er mai. Donc là, le dernier 1er mai, c'était un discours qui aurait pu être signé par Jean-Marie Le Pen du point de vue du récit de Jeanne d'Arc qui résiste à l'invasion des Anglais, la trahison des élites, etc. Donc il y a un certain nombre de motifs qui reviennent toujours et donc qui sont répétés. Et là, elle est dans la lignée. Mais sinon, sur les plateaux de télévision, elle parle complètement différemment. Elle a un discours assez quotidien, concret, qui parle aux gens. C'est pas un tribun, autrement dit. Comme son père l'était. Dans le charisme qu'elle a sur scène, la manière dont qu'elle a de communiquer avec ses militants. Mais Jean-Marie Le Pen a le goût de l'image, il a une culture littéraire très différente de celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen fait des fiches et travaille, elle potasse ses sujets, mais elle a un côté, elle veut vraiment montrer qu'elle est compétente sur un certain nombre de sujets, donc elle peut être très technique, sans être justement du côté de l'image. Bruno Gollnisch boit du petit lait en vous entendant, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je crois que Marine Le Pen a de de très grandes qualités, y compris d'orateur, mais que Jean-Marie Le Pen savait aussi parler des problèmes quotidiens des gens. Mais sur la question de la culture dont vous parliez, Jean-Marie Le Pen m'a fait une confidence, et ce qui est d'actualité au moment où l'on parle de la réforme des collèges. Il s'est trouvé élève après orphelin de guerre chez les jésuites à Vannes. Il me dit, c'était la guerre, on avait faim, il faisait froid, etc. Chaque trimestre, on apprenait 400 vers français, 200 vers latin, 100 vers grec. Bon, il est certain. Et à partir de la classe de seconde, tous les 2 mois, on passait le baccalauréat dans les conditions de l'épreuve, c'est-à-dire 4 heures de dissertation, l'oral, etc. Ce qui fait que quand on arrivait au bac, on l'avait déjà passé 10 fois. Jamais Le Pen n'a singé qui que ce soit. Non, il a son style. Ce que je trouve chez Marine Le Pen, c'est soit elle singe son père, alors c'est Jeanne d'Arc, mais c'est l'invention de son père, qui d'ailleurs s'attache à une héroïne sans sexe. Il a les 2 prénoms, Jeanne et Marie, chez lui.
etc. Soit elle colle au discours de son père, au cérémonial de son père, soit elle singe carrément les congrès de la droite. Donc elle a tort. Vous êtes sévère, vous êtes sévère. Non, le vocabulaire est communicant, le vocabulaire, jamais on n'aurait pu approcher Marine Le Pen. Tout le vocabulaire politique aujourd'hui est marqué du sceau de la communication. Hein. Voilà, elle est dans son autre époque, elle est un peu une collaboratrice à la fin du... C'est ce que je déduis, elle n'a pas d'originalité verbale, contrairement à ce que vous dites. Moi, non, je suis d'accord. Est-ce que la provocation de Jean-Marie Le Pen... L'originalité verbale, c'est mal vu dans notre société. Est-ce que l'art de la provocation de Jean-Marie Le Pen peut manquer au Front National? Qu'en pensez-vous, Dominique? Il y a quelque chose qui va se passer, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose de l'ordre du délire quand on transmet des anxiétés, des angoisses à longueur de discours. On s'adresse à des gens qui sont dans l'insécurité, qui ont l'appétence pour le front. C'est souvent des gens qui sentent plus de repères. Il y a l'Europe, il y a les séparations. C'était déjà le cas pour Jean-Marie Le Pen. Oui, mais Jean-Marie Le Pen a quelque chose de genuine en lui. C'est-à-dire dans ce discours. Il y a quelque chose chez lui où il y a eu la disparition. Ça a été personnel. Ce qu'il transmet est personnel. Et lorsqu'il transgresse, c'est extrêmement personnel. Il apprend aux gens à transgresser justement le rétablissement du vocabulaire. Alors, Dominique Albertini, sur la provocation. Est-ce que la provocation peut manquer au Front National? Version Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen pense que le FN a progressé grâce à ces provocations. Marine Le Pen pense que le FN a progressé en dépit de ces provocations. On dit que Nicolas Sarkozy, en coulisses, dit qu'elle a fait une erreur de virer son père parce que cette provocation va lui manquer. Il y a une partie de l'électorat qui en a besoin. Eh bien, je pense que le seul moyen de répondre à la question, c'est de juger l'un et l'autre sur leurs résultats respectifs. Pour Marine Le Pen, on manque encore un peu de recul, même si elle a fait à la dernière présidentielle le meilleur score de l'histoire du parti. Je pense qu'on aura des éléments plus solides pour y répondre en 2017. Non. Mais les éléments, c'est le vent qui souffle. S'il n'y a pas de Vous vent, êtes sur l'allégorie de la planche à voile qui débute votre documentaire. C'est Le Pen, là, que vous faites. Il attendait le vent qui souffle. Le vent a soufflé. S'il souffle plus, il aura du mal. Et il suffit que le vent souffle. Il suffit que le vent souffle. Non, mais il faut savoir le prendre. C'est une partie forte du débat. Est-ce que Jean-Marie Le Pen voulait le pouvoir? C'est une question qui revient souvent. Vous dites, Bruno Gollnisch, oui. Oui, définitivement, et d'autres en doute. Et M. Jouve, qui a beaucoup pratiqué Jean-Marie Le Pen pour préparer, il y a 30 ans, il est vrai, une trentaine d'années, ce documentaire, en atteste, et je trouve ça intéressant parce que vos confrères vont répétant qu'ils ne voulaient pas le pouvoir. Et ce à quoi Le Pen dit très justement, comme si on me l'avait présenté sur un plat d'argent. Quand on voit ce qu'a été, par exemple, l'entre-deux tours de la campagne de 2002, où toutes les règles constitutionnelles, légales du CSA ont été violées, foulées aux pieds, où on a mis une partie de la France dans la rue contre le résultat d'une élection parfaitement légale, normale et pacifique, on peut se dire qu'effectivement, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a quand même cette phrase, mais moi aussi je voudrais en placer une, dans le documentaire. Jean-Marie Le Pen dit « Le FN est un calmant ». C'est un régulateur. Ah non, mais autrement dit, laissez-moi une place, je ne vous prendrai pas l'essentiel. J'aurai mon petit bout. Non, c'est pas ça, ça veut dire que, et là je rejoins ce que disait monsieur Jouve, il y a des gens qui souffrent en France, parce que monsieur Jouve, j'ai l'impression, dit que le discours de Jean-Marie Le Pen est volontairement anxiogène, c'est la thèse habituelle. Il n'est pas volontairement, il est naturellement. Il surfe sur les peurs, etc. Oui, mais écoutez, ces craintes existent et elles sont légitimes. Est-ce que, oui ou non, nous vivons quand même une période où l'immigration est un problème, où l'islamisme... Il y a une réalité, le vent souffle. Est un problème, où la désindustrialisation de notre pays est un problème, l'explosion du chômage, etc. Ce sont des problèmes que Jean-Marie Le Pen, et lui seul, a vu à l'époque. Cécile Alduy. Alors, le problème, c'est un petit peu un décalage entre... Ce qui m'intéresse, c'est la question de la provocation. Alors, la question et celle de la volonté de prendre le pouvoir ou pas. Alors, je pense que personne ne peut être dans la tête de Jean-Marie Le Pen par rapport à la question du pouvoir. De toute façon, il est parti quand même avec un parti qui, en 1972, faisait 0,78% des voix. Donc, la marge de progression a été immense et arriver à 18% et au deuxième tour de l'élection présidentielle était en lui-même un succès électoral non négligeable. Donc, je pense que cette question de prendre le pouvoir ou pas, elle ne se pose pas parce qu'elle ne s'est jamais posée de façon concrète. Personne en 2002 s'est dit demain, c'est Jean-Marie Le Pen qui
sera président de la République. Bien sûr. Donc c'est une question un petit peu arbitraire. Ce qui me semble plus Encore qu'il y a eu une intéressant. crainte après le premier tour dans l'établissement. Je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle un wake-up call, un sursaut en disant tiens, c'est pas Jospin et Chirac au deuxième tour, donc il y a eu une mobilisation très intense, ça c'est évident. Mais la question qui est plus importante, c'est comment on parvient au pouvoir. Et c'est vrai que Jean-Marie Le Pen avait cette idée que c'est la provocation qui a assuré un espace médiatique au Front National, une caisse de résonance, et il a toujours dit ce qui importe en politique, c'est de durer, et il l'a fait. Et Marine Le Pen, et pas elle seule, Louis Alliot, Bruno Maigret à l'époque, d'autres autour d'elle, ont dit non, au contraire. À un moment donné, si on veut passer la barre de la majorité au moins absolue ou bien assez proche de celle-là, il faut tout de même élargir l'électorat et les provocations rebutent une certaine partie de l'électorat. Il y a très longtemps que le FN est fissuré entre ces deux stratégies. Exactement. Et je pense qu'on peut expliquer les différences de discours, de prise de parole, d'utilisation des mots, donc le fait qu'elle n'utilise pas le mot race et que son père le fait, par ces deux stratégies différentes. Mais comme vous l'avez dit au début de l'émission, Marine Le Pen vient de vous rassurer en disant qu'il n'y avait pas de changement de ligne. Donc, je pense que ce qu'il faut faire pour les électeurs, c'est de voir vraiment sur quoi est-ce qu'on juge les partis? Est-ce que c'est le programme? Et donc, qu'est-ce qui va être appliqué quand on les met au pouvoir? Ou bien la communication politique qui est faite pour convaincre. Donc, il y a l'appareil de séduction politique et il y a le programme politique. Et le programme politique a peu changé par rapport au temps de Jean-Marie Le Pen. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, Bruno Gollnisch, et votre inquiétude, vous l'avez manifesté auprès de Marine Le Pen, vous l'avez dit, ce serait qu'il ait changé. Elle vous a dit non. Vous vouliez rebondir là-dessus? Le Pen n'a jamais eu aucun conseiller. Il n'y avait pas de... Il avait des amis, oui, des gens comme ça. Donc aucun. Non, mais ça veut dire qu'il décidait seul. Il n'avait pas un Philippot. Non, mais Philippot qui, d'ailleurs, j'ai beau le regarder, je le situe toujours dans le jeu politique. Mais finalement, vous avez une formidable tendresse pour Jean-Marie Le Pen. Non, mais je vois son unicité, si on peut dire. Non mais Monsieur Jouve, Jean-Marie Le Pen avait beaucoup de conseillers d'une certaine façon. Enfin, il n'était tributaire d'aucun en particulier, ça c'est certain. Mais il prenait beaucoup d'avis, il s'entourait d'avis. Et je me souviens de discussions du bureau exécutif du Front National, nous étions 7 ou 8, nous avions quelquefois des avis divergents, quelquefois des avis convergents. Il écoutait et il y avait des personnalités très diverses et venant d'horizons assez variés, ce qui en faisait, je crois, la richesse. Sur la provocation alléguée, c'est un peu plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Jean-Marie Le Pen, il nous reste une petite minute. Jean-Marie Le Pen n'a jamais cultivé la provocation pour la provocation. Mais il a considéré que le discours dominant, de toute façon, le diaboliserait, et que s'il fallait accepter cette diabolisation pour rester libre dans son propos, eh bien, tant pis. Voilà. C'est ça la grande différence. Moi-même, je ne suis pas hostile à la dédiabolisation. J'ai toujours considéré la diabolisation comme injuste. Le problème, c'est jusqu'où est-on prêt à aller pour être dédiabolisé. Vous avez peur qu'on aseptise le Front National? Je traduis, vous n'emploierez pas ces mots Je considère exactement. que la diabolisation est une arme psychologique aux mains de nos adversaires, en quelque sorte. Jusqu'où Marine Le Pen est-elle prête à aller pour arriver au pouvoir? Manifestement, jusqu'à retirer à son père la présidence d'honneur du parti, peut-être l'exclure, on verra dans les prochains mois, peut-être encore plus tard changer le nom du parti. Changer de ligne? Changer de ligne, c'est... Se rapprocher de la droite traditionnelle? Tout dépend de ce qu'on appelle changer de ligne, changer les fondamentaux du parti. Je pense à la préférence nationale, Cécile Alduy a rappelé que ça n'est pas le cas. En revanche, introduire de nouvelles thématiques, un nouveau traitement de certains sujets, modifier radicalement le centre de gravité du discours frontiste, ça c'est déjà fait ou c'est en train d'être fait. Plus social, vous voulez dire? Par exemple. Que régalien aussi. En résumé. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau pour débattre librement. Vous avez pu le remarquer, Bruno Gollnisch. Vous pouvez continuer évidemment à alimenter ce débat sur les réseaux sociaux, #DocuDébat, ou via le mail de l'émission, le courriel de l'émission qui s'affiche en bas de votre écran. La semaine prochaine, Claire Barsac s'intéressera aux abeilles qui ont en commun avec le Front National d'être elles aussi gouvernées par une reine. À très vite sur Public Sénat.